chers élèves de première STMG. Donc, je vais vous retrouver pour faire ce grand 2. Donc, c'est l'idée de République coloniale. Donc, j'aimerais bien que ce soit noté pour les élèves que je vais retrouver la semaine prochaine, vu que les demi-groupes devraient perdurer. Donc, qu'on va se retrouver, histoire de pouvoir travailler sur autre chose. Et pour les élèves que je verrai donc une semaine plus tard, là, pareil, c'est ce que ce soit fait finalement quand on va se revoir. Puisqu'on va travailler un peu sur ce thème-là, notamment on va travailler sur Alger. Alors, donc effectivement, on avait vu la dernière fois donc que la République s'est imposée en France en proposant un modèle démocratique finalement et égalitaire. Dans les colonies, ça va pas tout à fait être la même chose. Il y a une certaine contradiction d'ailleurs entre cette France donc républicaine qui facilite finalement la démocratie et cette France coloniale qui par contre va être beaucoup moins égalitaire. Alors, il faut bien savoir, donc là, vous avez cette image-là, donc les colonies françaises, où vous voyez assez clairement, donc Marianne, donc vous voyez la France qui est représentée finalement comme une allégorie, avec des espèces d'une lumière qui lui sort de la tête, un rameau d'olivier et un bouclier marqué progrès, civilisation, commerce, finalement, qu'elle apporte donc aux indigènes. Derrière elle, vous voyez d'ailleurs les anciennes traces de la colonisation sur l'époque de Louis XIV, l'époque de la colonisation de 1830, et on voit effectivement qu'elle apporte donc à des Asiatiques, des Africains et des Maghrébins. Là, vous avez en fait tout ce qui est exprimé, effectivement, c'est cette idée de colonisation qui est en train d'être renouvelée. Parce qu'effectivement, la France, elle avait déjà possédé des colonies avant la République. C'est notamment le cas en Amérique du Nord avec le Québec. Et c'est en 1830 et avec la conquête de l'Algérie par les troupes royales de Charles X, donc avant même la République, qu'on va inaugurer une vraie nouvelle époque coloniale. Donc on le fera en deux sous-parties. Donc la première sous-partie, c'est l'idée de la colonisation, que c'est un phénomène européen. Alors il faut bien avoir conscience qu'au XIXe siècle, l'Europe, c'est de très loin le continent le plus riche, le plus puissant et moderne du monde, notamment en termes commerciaux, en termes économiques et en termes militaires, en termes technologiques. Les pays européens, en fait, ils ont l'ambition de devenir une grande partie du monde. Les deux principales puissances coloniales, vous le voyez avec la carte, c'est clairement la France et l'Angleterre. Mais par contre, vous avez aussi des colonies donc belges, comme par exemple la Belgique qui possède le Congo, vous avez le Portugal qui possède une partie donc des côtes de l'Afrique, comme l'Angola, le Mozambique, les Hollandais avec par exemple ce qu'on appelle aujourd'hui l'Indonésie. Et on a aussi les Italiens qui possèdent la Libye et les Allemands qui possèdent une petite partie, notamment ce qu'on appelle la Rhodésie et le Cameroun. Le Cameroun, ça va devenir une colonie française à partir de la Première Guerre mondiale. Donc effectivement, il y a une vraie concurrence entre les pays coloniaux. C'est ce qui vous est bien exprimé par cette caricature. Donc vous voyez, on a donc le gâteau chinois, donc qui représente la Chine, avec finalement les Chinois qui sont effrayés, sont furieux, mais ne peuvent rien faire devant les puissances occidentales. Donc vous voyez un petit peu, vous avez donc l'Angleterre, représentée par la reine Victoria, le Kaiser allemand, le tsar russe, Marianne, donc la France qui regarde derrière son épaule, et le Japon qui se partage la Chine. C'est qu'effectivement, à cette époque-là, il n'y a aucun pays non européen, mis à part peut-être le Japon, ou les États-Unis, mais bon, c'est un peu particulier, qui peut rivaliser avec les pays d'Europe. C'est qu'effectivement, finalement, la Chine commente ce qu'elle appelle parfois son siècle de l'humiliation, un siècle où effectivement elle a l'impression de devenue la victime de l'histoire, puisqu'elle n'a pas les moyens de s'opposer aux ambitions européennes. Les Européens, ils ont d'abord exploré ces territoires, finalement, avant de revendiquer la propriété. Il existe entre tous ces pays une véritable rivalité. En fait, chacun va avoir une part du gâteau, pour reprendre l'idée de la caricature. Afin d'éviter des guerres entre pays, on a eu des accords, comme la conférence de Berlin en 1885, qui a partagé les zones d'influence, en particulier en Afrique, histoire d'éviter des grandes guerres. L'idée, par exemple, de la conférence de Berlin, c'était l'idée de Karl Marx, c'était l'idée que finalement, l'Allemagne, par exemple, n'allait pas pouvoir avoir beaucoup de colonies, puisque ça permettait finalement de faire passer la PE, comme quoi l'Allemagne était devenue la principale puissance en Europe après la guerre contre la France, mais qu'elle laissait aux autres finalement le soin d'avoir plus de colonies. C'est une sorte de compromis finalement, notamment vis-à-vis de la France. Dire, écoutez, vous avez perdu la Lorraine, mais on vous donne le droit d'avoir des colonies et nous, on s'en abstient. Ça exclut pas par contre certaines tensions. En 1911, la guerre a failli éclater entre la France, l'Angleterre et l'Allemagne pour la question du Maroc par exemple. Ça aurait été la Première Guerre mondiale avec quelques années d'avance.
Pour la France, la colonisation, c'est d'autant plus important que c'est une façon de retrouver son rôle de grande puissance militaire et politique qu'elle a perdu après sa défaite contre l'Allemagne en 1870. Alors, ça ne veut pas dire forcément que la colonisation, elle est bien vue par tous les Français. En fait, elle est assez clivante. On a une nette majorité qui est pour, modérément pour, et une minorité qui est contre, mais beaucoup plus de manière un petit peu importante. Là, je voulais un texte qui est dans votre manuel, donc c'est le texte de Jules Ferry et Georges Clemenceau, donc de grands hommes politiques de l'époque. Jules Ferry, c'est notamment celui dont on avait déjà parlé, qui va fonder les principes de l'école publique gratuite, laïque et obligatoire, mais par contre, c'est aussi un fervent colonial. Donc ça, c'est une séance, effectivement, donc au Parlement, à l'Assemblée nationale. Alors, je vous lis le texte de Jules Ferry. Au point de vue économique, pourquoi des colonies? La question coloniale, c'est, pour des pays voués par leur nature de leur industrie à une grande exportation comme la nôtre, la question même des débouchés. La fondation d'une colonie, c'est la création d'un débouché. C'est qu'effectivement, la colonisation elle répond à des buts de prestige politique, mais surtout économique. Ça permet d'offrir à la France des débouchés pour ses produits et aussi de se fournir en matières premières à des prix évidemment très intéressants, puisque finalement, c'est des marchés captifs. Ils n'ont pas forcément l'autre choix que de vendre ou d'acheter français. Donc je reprends le discours. Messieurs, il y a un second point, un second ordre d'idées que je dois également aborder. Il faut dire ouvertement qu'en effet, les races supérieures ont un droit vis-à-vis des races inférieures. Rayonner sans agir, sans se mêler aux affaires du monde, en se tenant à l'écart de toutes les combinaisons européennes, en regardant comme un piège, comme une aventure, toute expansion vers l'Afrique ou vers l'Orient, croyez bien, c'est abdiquer. La fin du texte, c'est clairement l'idée que si jamais la France ne colonise pas, de toute façon, les autres le feront. Ce qui m'intéresse aussi, c'est le milieu. C'est effectivement à l'époque, on n'hésite pas à dire clairement que les Européens sont la race supérieure et que les autres peuples, les Africains, les Asiatiques, sont des gens inférieurs. Et finalement, c'est le problème de la colonisation, c'est de la justification morale, disant que c'est ce qu'on appelle parfois le fardeau de l'homme blanc. Ça, c'est une citation de Rudyard Kipling au nord du livre de la jungle, qu'il faut apporter les cultures et les civilisations aux peuples qu'on dit primitifs. Ça, c'est la grande justification de la colonisation, c'est qu'effectivement, il faut donc apporter donc la culture, le progrès à des peuplades qui en sont dépourvues et qui sont quelque part inférieures, notamment intellectuellement. Alors ça, par contre, c'est pas forcément tout le monde qui est d'accord avec ça, hein. Même à l'époque, il y a des oppositions à ce système et ses justifications. La droite, par exemple, elle dit que la colonisation, ça coûte beaucoup plus cher que ça ne rapporte. Et il y a finalement d'autres oppositions, notamment à gauche et à l'extrême gauche. Donc là, c'est un texte justement de Georges Clemenceau, qui est l'un des leaders des partis de gauche de l'époque. Donc, race supérieure, race inférieure, c'est bientôt dit. Pour ma part, j'en rabats singulièrement depuis que j'ai vu des savants allemands démontrer scientifiquement que la France devait être vaincue dans la guerre franco-allemande parce que le français est d'une race inférieure à l'allemand. Depuis ce temps, je l'avoue, j'y regarde à deux fois avant de me retourner vers un homme et vers une civilisation et de prononcer homme ou civilisation inférieure. C'est qu'effectivement, même à gauche, donc il y a à gauche notamment, mais dans beaucoup de catégories de la population, il y a quand même des gens qui se disent qu'il y a un vrai problème. On n'appelle pas encore le racisme à l'époque, hein, effectivement, hein, c'est pas encore un mot qui est relativement commun, mais c'est clairement ça le problème, c'est qu'il y a vraiment une conception d'une supériorité donc des Européens, des Blancs finalement, vis-à-vis des gens qui veulent coloniser, à qui veulent imposer leur culture, et c'est ça qui va poser problème avec la colonisation dès le départ. Donc je vais vous refaire une deuxième vidéo sur le B, donc assez incessamment sous peu. Je pense que je vais uploader les deux quasiment en même temps. Merci.